Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Lift Talk. Aujourd'hui, un épisode hors série. Et vous le voyez, toujours bien accompagné avec mes compères Ariles et le végétal. Enzo Chartier, combienième? 7e français. Oui, enfin bon, on parlera pas de ça. Et 4e en moins de 94. Ouais, sur 4. Aujourd'hui, un épisode, un sujet qui est hyper intéressant et qu'on va essayer de développer aujourd'hui sur le burn-out en streetlifting. Et je crois que vous en aviez pas mal à dire là-dessus, les gars. Ouais, parce que j'aimerais bien arrêter complètement le streetlifting. On arrête, voilà. Ouais. J'arrête le streetlifting. Non, mais parler un petit peu des turnovers et des gens en fait qui bougent constamment parce que ça bouge tout le temps en fait. Le streetlifting, c'est un sport qui est vachement émergent. Il faut que ça. Avant toute chose, et ça c'est un truc que maintenant je me suis obligé à faire à la fin de chaque épisode, enfin au début de chaque épisode, c'est que Lift Trainer, c'est avant tout une entreprise de coaching spécialisée en streetlifting. Donc on vous invite à suivre le compte Instagram Lift Trainer, la chaîne Lift Trainer, le site streetliftingfrance.fr, la marque Streetlifter, le podcast Lift Talk et bien sûr la team Lift Trainer. Donc voilà, et vous likez, vous abonnez si c'est pas fait, vous lâchez un commentaire dès maintenant, là vous lâchez une pierre, un caillou, vous mettez un caillou, un emoji caillou au début du podcast. Ok, donc Enzo, tu disais pas mal de turnover en ce moment. C'est vrai que c'est un truc c'est vrai, que ça soit avec des gens connus ou des gens moins connus, comme on disait tout à l'heure, ça bouge beaucoup. Et du coup, on va parler pourquoi est-ce que ça bouge beaucoup et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour éviter ce baisse de motivation et garder toujours la hype, tu vois, dans le streetlifting. Ouais. Donc, c'est vrai que moi personnellement, je le vois aussi. Souvent avec des jeunes athlètes qui commencent, qui débutent, que ce soit par les calisthénies ou un sport de force, qui se mettent au streetlifting. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez redondant quand même, comme on disait tout à l'heure, avec les séances qui sont peut-être pas forcément aussi pour tout le monde. C'est ça, c'est des repos de 5 minutes, toujours les mêmes exercices. C'est vrai que c'est très spécifique. C'est vrai que le travail de force en général, c'est un peu, vu de l'extérieur, c'est un peu ennuyeux. Surtout quand on n'a pas des objectifs clairs, moyens, courts et long terme. Et ça peut vite devenir assez ennuyeux et surtout si on a des problèmes de progression, alias stagnation. C'est ça. Et quand on n'a pas vraiment une visu au niveau moyen terme et long terme. C'est ça. Ce qui peut... Et ça d'ailleurs, pour donner des cas concrets, moi je le vois souvent, je pense que Enzo et moi on l'a déjà vu, sur des personnes qui débutent le coaching, qui sont ultra déter au début. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors elles sont impliquées au début, et puis à un moment tu sens que ça chute d'un coup, tu comprends pas pourquoi, et tu leur t'anticipes le truc, parce que avec l'expérience, tu vois venir les choses. Et la personne, elle te dit en fait, c'est peut-être pas fait pour moi. Je retourne au set and rep ou un truc comme ça. Parce que en gros, c'est trop cadré, entre guillemets. Les temps de repos, tu l'as dit, trop longs. Les séances aussi longues. Et en gros, c'est chiant, c'est pas fun, tu vois. Et surtout, les progrès sont longs. Ouais, voilà. Surtout au début, il y a une bonne phase d'acquisition technique, etc. Donc ça peut vite devenir frustrant et chiant. Et on dit ça, mais même nous aussi, on peut ressentir aussi ce côté de des moments où, comme nous, par exemple, on est après FNSL, post-FNSL, et ce qu'on disait avec Ariles, c'est que j'arrête là, physiquement, on n'y est pas du tout en fait. On a la déterre psychologique, mais même physiquement, en fait, on voit que les performances, elles sont pas au rendez-vous. C'est pas forcément motivant du tout. Et c'est là aussi qu'intervient du coup la discipline, comme on a déjà parlé plusieurs fois aussi. Mais la discipline et la motivation, c'est bien, mais il faut aussi aimer ce qu'on fait en fait.
C'est ça. Et ça, c'est important aussi, c'est de pouvoir apporter aussi du plaisir à la personne, parce que c'est avant tout un loisir. On n'est pas payé pour faire du streetlifting, hein, on a juste une médaille, on sort avec ça. Donc on n'est pas payé comme un athlète pour les JO, en fait. C'est ça. Après, donc, ce qui est important justement pour faciliter la discipline, enfin faciliter l'adhérence, c'est déjà d'avoir des objectifs concrets de compétition, que ça soit pour tous les niveaux en fait. C'est ça. Nous, on a le luxe d'avoir des compétitions nationales et même peut-être au futur internationales. Mais un gars qui débute ou qui est intermédiaire dans le streetlifting et qui n'est pas sur Paris ou Nantes, c'est très compliqué pour lui de se faire un réseau, de faire des compétitions. C'est ça. S'il n'est pas actif sur les réseaux, c'est un peu compliqué pour lui de trouver un cercle de personnes qui font un peu la même chose que lui. Et aussi, c'est compliqué pour lui de se motiver, quoi, de voir d'autres personnes, de se challenger, etc. Et ça peut vite devenir redondant. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais, moi, je pense que cette discipline-là, tu l'as dit, et je pense qu'on n'en prend pas conscience parce qu'on est dedans, mais que tout se passe beaucoup sur le net, sur Instagram notamment. Ouais. Et c'est vrai que le mec, tout le monde est, actuellement, il y en a très peu qui sont pas dessus. Ouais. Mais ouais, tout tourne là-dessus, tout vit en fait. Le streetlifting sur Instagram. Donc déjà, être sur les réseaux, je pense que ça peut être intéressant parce qu'on peut se créer un réseau à distance au moins, tu vois, au moins t'as ça, on va dire. Et mais c'est vrai que là, justement, à la fin de l'année, normalement, il y a Hauts-de-France et Grand et Nord-Est. FNSL Nord-Est. Donc en gros, toute la moitié nord de la France, elle va être couverte par des compétitions régionales. Donc ça va en motiver plus d'un. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça avec impatience. Après, tu le disais, et ça je voulais rebondir là-dessus, au début, il y a toute la phase d'acquisition technique. Exactement. Et ça, en fait, c'est chiant. Oui, très chiant. Et en fait, au-delà d'être chiant, c'est frustrant. Parce que ton ego, il prend cher. Ouais, voilà, tu te dis, mais attends, mais le mec... Et alors, bien sûr, faut avoir de la pédagogie et lui dire à la personne pourquoi on fait ça, pourquoi t'es pas lourd, pourquoi on prend du temps, machin et tout. Ça fait partie de notre taf. Mais le mec, il peut se dire, non, mais là, il me prend pour un con, tu vois. Ça fait 2 mois que je fais des dips RPE maximum 8, moi, je veux forcer, quoi, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, là, c'est à nous aussi de lui expliquer pourquoi ça serait pas intéressant de forcer maintenant, ça serait prendre des risques, ça serait machin. Mais en fait, des fois, la personne, c'est là, moi, je pense que, tu vois, il y a le truc charnière un peu qu'elle bascule. Soit elle met son ego de côté, elle dit bon ok j'ai compris le processus, vas-y je kiffe vraiment ce que je fais, je suis fait pour ça, en tout cas mentalement. Soit la personne décroche en fait parce que elle voit que ça va prendre trop de temps, comme tu disais aussi, peut-être qu'elle pensait que ça serait beaucoup plus rapide, parce que c'est sûr, les personnes elles voient des mecs qui font des tractions à 100 kilos, tu vois. Je voulais parler de ça justement. Elles se disent bon allez, en quelques mois c'est fait, tu vois. Même des fois, alors ça me fait marrer, vous pourrez réagir, mais tu vois, tu sais, les mecs les femmes elles sont beaucoup plus modérées là-dessus, mais la personne, elle a 50 kilos au track, et elle dit, ouais, dans 6 mois, mon objectif, c'est 80, tu vois. En fait, ils surestiment trop les newbie gains. Parce qu'au début, tu progresses assez vite. Enfin, tu peux vite faire une dips à 80, 100 kilos. Après, tu passes des années pour gagner 5 ou 10 kilos. Ça aussi, ça peut être frustrant. Et les débutants ou les intermédiaires n'ont pas forcément cette notion. Et on disait, les réseaux sociaux, c'est bien pour démocratiser la discipline, etc. Mais à mon avis, c'est à double tranchant, parce que ça fait vraiment augmenter le facteur comparaison. Et ça, psychologiquement, c'est très, très, très dur
de se sortir. Il faut avoir une certaine maturité pour réaliser que ce que les gens font sur les réseaux, ça représente l'élite de l'élite. Ouais, c'est même pas 1% des pratiquants. Et justement, les réseaux, ça te montre que ce qui n'est pas ordinaire. Et à force de regarder ça, de consommer ça, tu te dis, oui, c'est la norme en fait. Ouais. Alors que dans ta salle, t'es sûrement le meilleur, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc. Et je pense que vu que c'est un sport jeune, les gens ils peuvent s'identifier facilement à leur champion. Mais à qui ça viendrait à l'esprit de se dire bon, dans 6 mois, je vais devenir le prochain Messi, le prochain Usain Bolt ou des trucs comme ça. C'est pas possible. Donc en fait, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez vous. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis OK avec le fait de kiffer dans ma pratique et peut-être ne jamais être un champion un jour? Est-ce que mon objectif, c'est être un champion ou prendre du plaisir dans une pratique, dans la méthode du streetlifting? Parce que c'est une méthode comme est le power, comme est le body, comme est d'autres trucs. En fait, c'est une façon de se muscler, de se mettre en santé, de progresser aussi au niveau des perfs parce qu'on kiffe ça, vu qu'on fait de la force, mais aussi surtout de prendre du plaisir. Après, il y a en fait, faut nuancer parce que prendre du plaisir, c'est pas tout le temps. Il y a des moments aussi où ça va être plus chiant, où va y avoir un down. Il le disait, les gars, après une compète, t'as une petite phase down. Ça aussi, faut en prendre conscience. C'est pas toujours comme ça. Ça. En fait, si vous prenez sur un an, ça va être linéaire, mais en réalité, ça va être comme ça, quoi, tout le temps. Prendre du plaisir sur du long terme. Enfin, sur du court terme, tu passeras par des phases où t'es content, tu fais des PR, etc. Et t'as des phases où t'es pas bien, quoi. Que ça soit. Puis on progresse pas sur tous les mouvements non plus, parce qu'il y en a aussi qui s'étonnent de pas progresser sur tous les mouvements. Sauf qu'il y a des fois, on va pouvoir plus progresser sur le squat, faire un petit focus dessus, sur le dips, mais et surtout le mouvement qui est le plus dur, c'est le muscle up en fait. Tu peux pas. Ah bon? Merde. C'est pas le squat. Tu peux pas progresser linéairement sur tous les mouvements. Enfin, on a le facteur priorisation. Enfin, si surtout quand on débute, on va forcément avoir un point faible. T'as des gens, c'est du push. T'as des gens, ils ont du point faible au niveau pull. Puis des fois, c'est même pas explicable. C'est-à-dire que tu vas progresser sur un truc, tu vas pas trop comprendre. Des fois même, toi, ton focus interne, il est même pas orienté vers ce mouvement-là, et tu vas progresser. Je pense à Bilal. En ce moment, genre, c'est full kiffance, quoi, au niveau de l'entraînement. Et en fait, il explose au squat. Alors que c'était même pas... Enfin, sa volonté, c'était de progresser. Mais là, son squat, il explose. Alors que lui, à la base, c'était pas vraiment son projet, quoi. J'ai aussi un exemple là. Le dips. J'ai stagné pendant 6 mois à 95 kilos. En compétition, j'ai raté 100 kilos. Tu t'en souviens, là, FNSL 2022, quand j'ai tapé les poids. Et après, déclic, 110, 120, je faisais des plus 10 par tous les 6 mois, etc. Et ça rentre un peu en jeu par rapport au fait de rester patient et de trust le processus. Puis il faut pas hésiter à mettre son ego de côté, même si on atteint un niveau qui est plus qu'intermédiaire, voire haut. Et en fait, savoir mettre son ego de côté, parfois ça peut faire du bien parce que, point de vue technique, en fait, maintenant on cherche des optimisations de plus en plus importantes. Là, on le voit avec l'ajout de coudières sur le final rep, avec plusieurs marques qui se démocratisent. Donc en fait, au final, maintenant, c'est vraiment l'objectif de performance, d'être le plus fort, d'avoir la performance la plus impressionnante de toutes. Et ça devient un peu comme le crossfit où le but c'est d'être le plus rapide n'importe comment en fait. Tu t'en fous, le but c'est de faire... tu vois ce que tu veux dire. Okay. Le but c'est, peu importe comment tu le fais, faut que ça soit fait en fait. Après, c'est un peu, ça rentre un peu dans l'esprit de compétition, ça c'est vraiment dans tous les sports. Et vu que le SL se démocratise un peu et se développe, les gens et les marques aussi cherchent des moyens pour se démarquer.
Et comment tu peux te démarquer dans ce marché, c'est faire monter la performance des athlètes. Ça crée des genouillères plus rigides, des coudières beaucoup plus rigides, etc. Après, ce qui est important, c'est de bien construire sa base aussi. Comme tu l'as dit, mettre son ego de côté, chose que les athlètes confirmés et intermédiaires plus, enfin, moi je dirais beaucoup plus les intermédiaires, qui ont un ego surdimensionné. Et des fois, les gens ils se disent si mon coach est pas plus fort que moi, je me ferai jamais coacher par lui, etc. Et ça c'est encore un autre sujet ça. Ça c'est un sujet. Bah après le truc, ça on l'a souvent dit, hein, on peut faire une aparté là-dessus. Comment vous pouvez, parce que être fort en coaching et être fort à l'entraînement, c'est deux choses différentes. Et être fort en coaching, c'est avoir fait progresser un grand nombre d'athlètes avec différents profils. En gros, c'est ça. Et être bon athlète, c'est avoir fait les meilleurs résultats en compétition. C'est deux choses complètement différentes. Et il y a des gens qui sont très bons en compétition et qui sont moins bons en coaching. Et à l'inverse, il y en a, ils sont moins bons en compète et très bons en coaching. Et d'ailleurs, les plus grands coachs dans des disciplines ultra popularisées, genre le foot ou les choses comme ça, souvent c'est pas des champions, hein, les gars. Hein. Et même genre Deschamps, je pense à Deschamps, c'était pas un grand joueur de foot. Alors il a fait partie de l'équipe de France, mais les footix, ils le diront que c'était pas le footballeur de l'année, quoi. C'est ça. Après, ce qui peut aussi causer un burn-out, c'est les intermédiaires qui cherchent à rentrer dans le top 3 France, etc. Et souvent, ils stagnent, parce que quand tu finis quand tu finis ta phase de no big gain, ça se dit beaucoup dans le bodybuilding, faut vraiment que tu optimises ton facteur lifestyle, sommeil. Faut que ton mental soit bien au top pour que tu fasses pas de la merde en compétition. Et faut vraiment se poser les bonnes questions, ne pas se faire prendre par son ego en fait. Je sais pas si, c'est là où c'est important d'avoir un coach, quoi, pour garder une objectivité. C'est ça. Et même des fois en tant que coach, je dirais c'est un petit peu difficile parce qu'on est emporté par la hype de l'athlète, tu vois. Genre, je sais pas si toi t'as déjà senti ça. Des fois, on a envie de lui faire plaisir. Et en gros, on se met à sa place un petit peu, et c'est là où des fois, faut être juste en fait, et faut penser d'abord long terme. Et c'est ça d'ailleurs, je pense que peut-être le podcast, il se résumera peut-être pas qu'à ça, mais il y a toujours cette vision court, moyen, long terme. Et toi, t'avais fait un carrousel super là-dessus. C'est que je pense que le plus important, c'est le long terme. Mais aussi, c'est très important le moyen et court terme. Et nous, en tant que coach, notre vision, elle est toujours long terme, dans un premier temps. Et l'athlète, souvent, il lui manque ça. Il lui manque, et quand tu dis, il a des œillères, il manque d'objectivité, il est rattrapé par son ego et tout, parce qu'il voit court, moyen terme, en fait. Et il voit pas long terme. Et je pense que t'es vite emporté par le truc quand t'es pas coaché. Et c'est pour ça, nous on vous dit ça, parce que nous-mêmes en fait on est coaché, on coach et on sait à quel point c'est important. On n'est pas là uniquement pour vous vendre du coaching, on est là déjà pour vous aider totalement gratuitement, hein, je le rappelle. Mais ça c'est important de le rappeler. Je suis d'accord parce que en fait, le court terme, il va être hyper important pour avoir cette progression tout de suite, en fait. Que ce soit sur un bloc, comme je l'ai fait sur le poste, là, que ce soit sur un bloc, faire un PR au RPE, faire un PR au niveau de la charge, ou même au poids du corps, ça marche aussi. En fait, toujours avoir cette objectivité de « je progresse ». Je progresse de 0,5 ou de 2 kilos, c'est pas grave, mais tu progresses. Parce que si tu perds ce truc, en fait, la motivation, c'est bien, mais à un moment donné, en fait, il n'y a plus rien. Donc c'est à ça que ça aide aussi, d'avoir pas forcément
un coach, mais au moins cette objectivité-là de se dire, ok, faut que je réussisse à faire ces choses-là pour atteindre cet objectif final qui est le long terme de cette compétition, de cette échéance, de ce mock meet. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Ariles, c'est que ça manque de mock meet, il y en avait pas mal avant, mais ça manque maintenant de rassemblement ou juste de performance. C'est ça. On est là, on est le combien là? On est le 22, un truc comme ça? 25. On est le 25 août là, à l'heure à laquelle on tourne le podcast. Et c'est vrai que après les France, donc les France c'était quand en juin? Ouais, c'était début juin. Début 6 juin, non? Ok. Comme ça. En gros, pendant 3 mois là, ça a été mort au niveau du street lifting. Il y a rien eu. Mais là, ça va reprendre à la rentrée. Mais c'est vrai que même si vous êtes, je sais pas, même dans une salle, dans un fitness park, dans un truc comme ça, essayez de communiquer avec le staff, essayer d'organiser des mock meet et tout, même des trucs qui sont pas vraiment très structurés, mais juste qu'il y ait des pratiquants qui se réunissent, peut-être des gens aussi qui font juste des tractions et des dips et qui trouvent ça cool, le street lifting, et c'est comme ça aussi qu'ils rentreront dedans. Ayez cette initiative, on vous parle souvent de ça, de bénévolat, machin et tout, c'est des trucs qu'on rabâche dans tous les podcasts, dans tous les contenus, mais c'est aussi comme ça qu'on fera grandir le sport individuellement. Mais moi je voulais revenir sur un truc, parce que c'est le sujet, le burn-out. Moi je pense que en fait les gens, le truc c'est que tu sais, on est dans une génération ou une époque, on va dire, où en fait tout le monde pense que s'il met les moyens, il peut être champion ou des trucs comme ça. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure encore, et j'insiste vraiment là-dessus. C'est qu'il faut se dire, comme dans plein d'autres disciplines, en fait, si je fais juste des compes régionales, c'est ok, quoi. Enfin, c'est déjà vachement bien. Je fais des compes, je me confronte à des mecs en plus qui ont un petit peu près mon niveau, etc. Va y avoir une bonne ambiance, je vais sociabiliser, je vais me faire des contacts, je vais pouvoir me tirer la bourre avec un tel et un tel. Et d'ailleurs, moi, franchement, je le dis, je suis assez fier de ce qu'on a fait avec Grand Ouest, parce qu'on a réussi à créer une cohésion dans le Grand Ouest. Maintenant, les gens, ils se tirent la bourre dans le Grand Ouest et tout. Et même, je dirais que, tu vois, je trouve qu'on est totalement autonome. Avant, c'était vraiment genre l'Île-de-France, tu sentais que ils avaient le monopole sur tout et tout, et maintenant, nous, on est un petit peu en autogestion dans le Grand Ouest, et maintenant, je vois les Spartans qui se tirent la bourre avec la S-Squad, qui se tirent la bourre avec Team Lift Trainer, qui se tirent la bourre avec d'autres mecs en Normandie, machin, bidule et tout, et c'est ça qu'il faut que vous recréez dans toute la France. D'ailleurs, moi, je le dis, si aujourd'hui vous êtes dans le sud de la France, dans le sud-est, dans le sud-ouest, et que vous êtes intéressé, motivé par le projet de créer une ligue régionale ou interrégionale, contactez la FNSL, essayez d'élaborer un dossier avec peut-être une salle partenaire, l'équipement que vous avez déjà à disposition, le staff aussi que vous pouvez avoir, et proposer quelque chose et tout. Et en fait, la FNSL, elle sera toujours ouverte à ce genre de trucs, parce que justement, c'est la direction que veut avoir la Ligue nationale, la Fédération nationale. Et du coup, de toute façon, on a répondu à une partie du truc, c'est que dans tous les cas, et on le dit tout le temps, il faut qu'il y ait des compétitions régionales et interrégionales qui émergent pour satisfaire l'envie de compétition de tout le monde, parce que c'est quand même un sport où à un moment donné on a envie de faire de la compète. Ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, ça serait ne pas se comparer aux champions. Ça, on le dit tout le temps. Que ok, ils sont accessibles. En street lifting, c'est le genre de sport où t'envoies un message à ton champion préféré, il va te répondre. Sachez que dans toutes les autres disciplines,
vous pouvez rêver. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent de vous, mais ils ont pas le temps en fait. Donc voilà. Et c'est ça en fait, je pense aussi, qui crée une proximité, un truc peut-être des fois un petit peu naïf en mode voilà, tu vois, en gros c'est mon poteau, je vais devenir comme lui, quoi, tu vois. Donc mais lui il s'entraîne depuis 10 ans, il est très doué, et peut-être que vous c'est pas le cas. Donc déjà en gros ça, pas se comparer, et aussi se dire bon bah moi si je fais du street et que moi je kiffe le street, mais c'est ok, totalement ok si je deviens pas champion. Le but c'est que je progresse, bah let's go, tu vois. Enfin, c'est ça en fait pour moi le truc le plus important. Vous avez, ok, la compétition ça va être important à un moment donné, mais kiffez ce que vous faites. Et en fait, les gens, je pense qu'ils oublient ça. Ils sont tellement obsédés par ouais putain non c'est de la merde. J'ai que 300 de total, ou même encore pire, j'ai que 400 de total. C'est de la merde, c'est nul 400 de total. Eh les gars, vous êtes pas dans la réalité. Alors quand tu essayes vraiment de chercher la performance, de chercher à être le meilleur, etc., t'oublies des fois que le facteur, enfin le côté fun du sport, et ça peut vraiment te faire perdre la motivation, te faire détester le sport, etc., et te faire un burn-out. Moi, j'ai eu ça quand je faisais du basket. J'étais trop focus à m'entraîner 3 fois par jour, à vouloir être pro, à vouloir être meilleur que les autres, etc. J'étais vraiment dans l'obsession. Et, tout tourne autour de ça, et quand ça tourne tombe, autour de ça. Genre les études, c'était un repos du basket, tellement je faisais ça beaucoup. Et en limite, 6 mois, j'ai eu un burn-out parce que j'avais que ça. Et mon seul but dans la vie, c'était d'aller aux States et de jouer au basket aux US, etc. Alors que, voilà, fallait que je me confronte à la réalité, que c'est très, très, très dur pour moi de réaliser ce rêve. Et du coup, moi, ce que je dis à moi et à mes athlètes aussi, c'est d'avoir un truc à côté, que ce soit un taf, que ce soit... c'est qu'un loisir. Un autre loisir qui est même pas sportif, tu vois. Que ça soit faire du drone, le dessin, le dessin, je sais pas, la photo. Lire des BD. Je sais pas. Essayer de faire un truc pour vous faire oublier un peu... ce côté performance, 100 kilos, 170 au dips, etc. Ça fait du bien aussi sur les jours de repos, que ça soit aussi nerveux en fait. Regardez autre chose que sur ton Insta, voir des mecs qui font de la perf même sur tes jours de repos en fait. Ce que je fais, parce que t'es tout le temps dedans. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai un compte photo, et pendant mes jours de repos, genre c'est soit je scrolle pas parce que maintenant j'ai plus trop le temps, ou bien je scrolle sur mon compte photo. Ce qui est bien, c'est que j'ai des vidéos qui sont pas genre full énergie, funk, deep spare, c'est comment, etc. Genre j'ai beaucoup plus des trucs un peu plus posés qui me font oublier un peu ça. J'essaie de regarder des documentaires de codage sur YouTube, etc. Et ça me fait vraiment du bien. Alors qu'avant, quand j'ai débuté la discipline, je regardais que ça, et c'était beaucoup plus fatigant mentalement, et ça me permet vraiment de me reposer, quoi. C'est pour ça qu'aussi on a des gros acteurs dans le streetlifting, des gros noms qui ont fait, comme on dit, un burn-out, parce que tu as tout qui se construit autour de ça, en fait. Ça devient ta vitrine, ça devient ton professionnalisme, en fait, d'avoir des coachings à vendre parce que tu as de la grosse perf. T'as ça, en fait, t'as tout qui est autour de ça. Et en fait, tu te retrouves à une compétition, t'as perdu. Et qu'est-ce qui se passe après? Ta vie s'effondre. En fait, j'ai loupé une compétition. Enfin, t'as l'impression que ta vie s'effondre. C'est ça. Alors que non, en fait, c'est juste, t'as loupé une compétition, ça arrive, en fait. Oui, ça arrive. L'échec, pas définitif. Moi, je voulais vous poser une question, les gars. Il y a un phénomène en ce moment qui est en vogue. C'est les gens qui transitionnent vers le street workout, qui en fait, concrètement, en gros, ils étaient pas assez forts pour eux, je précise, en street lifting, et ils se disent je vais faire un autre truc, je serai sûrement meilleur là-dedans.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, c'est du tryhard, c'est Attends, et moi j'ai une question, j'ai une deuxième question. Est-ce que ça serait même pas plus dur le street workout? c'est plus dur le street workout parce que c'est beaucoup plus mental. Enfin, on dit que le street lifting c'est mental, mais nous on se challenge sur combien un laps de 10 secondes, 15 secondes sur un RM. Eux, ils font 5 minutes d'efforts acharnés continus. Puis moi, je suis passé par la case street workout personnellement. En termes de quantification, mec, il y a un jour, tu vas pouvoir faire, je sais pas, un front de 5 secondes, un autre de 4 secondes, alors que dans le street lifting, c'est continuel, en fait, la quantification. Tu arrives à savoir si tu progresses sur des blocs. C'est ça, tu as les chiffres. Là, mec, lancer ton chrono, faire ton truc. Il y a beaucoup plus. En fait, c'est hyper dur à quantifier ta progression. Exactement. Et en termes de motivation, je pense que c'est limite même presque plus dur de faire du street workout, tu vois, que de faire du lifting. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que Atlas Montjoint, la dernière compète qu'ils ont fait, ils ont motivé beaucoup de personnes à transitionner, à croire que le street workout c'est même une case plus facile que le street lifting, alors que pas du tout. C'est autant plus dur, et je pense que le fait d'être sélectionné au battle d'Atlas est autant plus dur que être sélectionné à la FNSL. Et tu peux pas faire du SL et ne pas faire de phase de spécialisation dans ça, et te dire je vais aller faire un battle comme si c'est une compétition accessible. Et en fait alors je vais pas me faire des potes, hein, mais c'est pas le même sport en fait. C'est que c'est ultra naïf de se dire bon, je suis un petit peu près bon en street lifting, je vais avoir un putain de transfert en street workout. Quand je dis street workout, c'est plutôt 7 rep ou battle, format battle. Mais en fait, les gars, mais non, vous y êtes pas du tout, parce que déjà, c'est pas du tout les mêmes filières, c'est pas du tout les mêmes qualités physiques. Et je dirais, et il y a un point aussi, et ça rejoint le fait que pour moi, le street lifting est moins alors c'est exigeant, mais c'est encore moins exigeant que le street workout, parce que il y a le street workout, vous n'êtes pas censé savoir que il faut une composition corporelle. Enfin, en fait, non, ça va au-delà de la composition corporelle. Il faut un poids qui est quand même plutôt bas en réalité pour performer. Très bas. Donc déjà, les gars, je vous le dis, si vous faites plus de 94 kilos, ça va être très compliqué pour vous, hein, je vous le dis tout de suite. Plus de 85 kilos. Ouais, même plus de 85. Il y a des mecs qui arrivent, genre Bax, Ludo, mais les mecs, c'est des champions en fait. C'est des champions. Et ça fait 10 ans qu'ils font ça. C'est des champions, c'est des mecs qui ont développé cette qualité physique, cette endurance depuis des années, à faire du no pain, no gain, etc. C'est vrai que ça laisse un peu de séquelles, mais... Puis faut aimer se faire mal aussi, hein, parce que tu te mets des cartouches à chaque séance. Oui. Et aussi... je vais pas... En fait, moi, je vais vous dire un truc, et je veux faire un réel là-dessus, donc je vais teaser le truc. Mais en fait, faire 2 ans du street lifting et penser que tu vas devenir fort, je te le dis tout de suite, si tu nous regardes là, c'est pas assez en fait. C'est pas genre au bout de 2 ans, j'ai atteint mon potentiel, et si je me rapproche pas des champions, vas-y, j'arrête parce qu'en fait, je suis nul. Après, ça dépend de ce que tu as en passif aussi. Ouais, bien sûr. Si t'as un passif, mais regarde, tu vois, je vois un mec qui avait un gros passif captain. Ça fait combien? Ça fait 4 ans qu'il fait du street maintenant. 3 ans. On a commencé au même moment. 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi. Là, il y a des mecs, au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ils arrêtent le street. Ils font hybride athlète. Ça aussi, on peut en discuter, ça. Hybride athlète. Qu'est-ce que vous encore pire sur ta progression, c'est que tu progresses encore plus lentement surtout, quoi. Hybride athlète, ça respecte pas le principe de spécification. Enfin, tu peux pas devenir un champion dans toutes les qualités physiques. Un mec comme, LeBron James, il a pas fait du basket et du foot et du football américain, etc.
pour devenir le meilleur dans ce qu'il est. Même il se concentre sur des qualités physiques spécifiques pour devenir fort, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux prendre du plaisir à t'entraîner, fais-le. Si tu as envie de devenir champion, par contre, non. Fais pas de. C'est vrai, ça rentre vraiment en compte. Faut vraiment se poser les bonnes questions. Il y a des gens, là on est, donc tu m'as dit Ariles le 25. Ouais. Ils sont censés se préparer pour des compétitions là à la rentrée et ils sont même pas encore, ils sont pas spécifiques, ils font hybride machin. Enfin, tu peux te permettre de faire ça, genre à 12 mois d'une compète, même là c'est limite, tu vois, mais faire ça à un mois, 2 mois d'une compète. Il y a un truc véhiculé par certaines élites du streetlifting, c'est que on est fort qu'on est endurant. Il y a des mecs, mot pour mot, ils disent ça, et même des femmes, que en gros le fait d'être endurant va te rendre fort. Enfin, en gros, le fait de faire beaucoup de répétitions, ça va te rendre fort. Alors, ça rentre pas encore dans le principe de spécificité. Oui, si tu fais de l'endurance, oui, tu peux devenir fort. Mais c'est vraiment, genre, t'as un chemin comme ça, genre, où tu peux devenir fort en 6 mois, par exemple. Toi, tu préfères faire genre vraiment prendre la route la plus longue. Donc si tu veux être fort, entraîne-toi pour être fort. Genre passe pas par 4 chemins, quoi. Ouais, mais en fait, en gros, il faudrait d'abord être endurant et pour être fort. Après, ça peut aider sur le pattern de mouvement, tu vois. Tu t'en bouffes tellement des tractions, des dips que en termes de pattern, tu sais faire en fait. Tu sais faire parce que ça, un mec qui a fait de la muscu et un mec qui a fait du street workout avant. Je mise plus sur le mec qui a fait du street workout avant en termes de force. Honnêtement, moi ça dépend, franchement, parce qu'il y a des mecs qui nous ont grave étonnés et qui n'avaient pas un passif de street workout. Oui. Genre, je pense à Théo. Théo, t'as le gars en plus 94, là, et même Maliki, là. Même Captain. Il faisait de l'athlétisme. Mais tu vois Baki, tu vois Aubin, tu vois Flomarek, tu vois des mais il y a des gros contre-exemples. Everyday Training, Raoul. En fait, je pense que les mecs, en fait, ils ont transposé eux leur parcours et ils ont fait en gros une vérité en mode si vous faites pas comme ça, vous faites pas les choses correctement. Mais c'est pas parce que toi tu appliques un truc, t'as un passé, t'as un machin, que tous les gens, faut qu'ils fassent comme ça et que c'est le mieux pour arriver à leur objectif, en fait. On dit pas que c'est pas bien, mais tu peux le faire différemment et gagner du temps. C'est ce que tu disais, en fait. En fait, les gens, le problème que je vois souvent, c'est que les gens confondent accumulation de volume et endurance. Enfin, faire du 12 reps aux tractions ou faire du 4x12, ça s'appelle pas faire de l'endurance. Faire de l'endurance, c'est vraiment aller sur... genre où ton objectif principal c'est de faire monter ton rep max, et moi de toute façon j'ai une question à vous poser. Est-ce que en power ou même en haltéro, est-ce qu'ils font des séries de 15 répétitions développé couché? Est-ce qu'ils font des 15 séries de 15 reps plutôt de je sais pas de développer ou des trucs comme ça? Alors à part pour est-ce qu'ils font ça? Enfin, t'en as quelques-uns qui peuvent faire ça, mais l'objectif, c'est pas de... Le truc, c'est que je pense que les gens qui disent ça, déjà, je pense qu'il faut revoir un petit peu les bases. Et moi, je les invite même sur le podcast à débattre et on pourra exposer chacun nos arguments. Et en fait, il y a des principes fondamentaux de l'entraînement. Il y a des choses... Vous n'allez pas réinventer la roue ou de manière physiologique changer le cours de l'existence, en fait. Il y a des choses qui sont comme ça et c'est pas vous parce que vous avez fait un truc et que vous êtes ultra doué et que vous avez réussi à transposer vachement bien ce que vous avez acquis sur du set and rep, sur du street lifting, que c'est valable pour tout le monde, en fait. C'est pas le cas. Déjà, je vais vous dire... Quand on est poids lourd, quand on fait un certain poids, déjà, ça fonctionne pas déjà. Moi, je pense à Lino, si tu nous écoutes, qui en fait est pas super fort en endurance. Pourtant, il est très très fort en force. Comment vous m'expliquez ça, les gars? En fait, et comment vous m'expliquez ce que je vous ai dit? Pourquoi en power, on voit jamais les mecs faire du 20 reps?
pourquoi en power, parce que ça aussi c'est un truc ça m'énerve et ça j'en parle maintenant, c'est pas le sujet du podcast. Mais les gens qui font tout full tu sais, raw, tu sais, sans équipement. Ah ouais. Ils pensent que, en fait, ça va avoir un putain de transfert. Dès qu'ils vont mettre de l'équipement, ils vont gagner plus 50, tu vois. Ouais, la technique est Eh différente. les gars, est-ce que vous voyez des power, même hors saison, faire des squats, genre beltless et kneeless, genre pendant 6 mois? Est-ce que vous... bah non, en fait, déjà, vous pouvez même pas répondre à la question parce que vous ne suivez pas ce que font les powerlifters, déjà d'une part, et je vous réponds pour eux, en fait, pour vous, c'est que, en fait, ça n'existe pas. Et il y a un moment donné, en fait, faut regarder les sports qui sont là déjà depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. En power, c'est là où les mecs, ils ont les plus gros squats. Pourquoi vous vous obstinez, putain de merde, à faire des squats sans ceinture, sans genouillère, putain, vous êtes Les 4 nuls. vérités de Marco. Vous êtes nuls au squat. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Mais ouais. Enfin, faire du full row, ouais, ça peut te permettre de progresser au squat, mais comme j'ai dit, c'est pas optimal, tu vois. Eh ouais. Genre, au lieu de passer par l'autoroute, tu fais un chemin sans péage pour Non, et puis progresser. en plus, tu vois, au squat, tu t'exposes carrément plus aux Oui, blessures oui. quand t'as pas de genouillère et pas de ceinture. C'est avant tout pour la En fait, protection. c'est ça, en fait. C'est comme si tu voulais courir un 100 mètres pieds nus, en fait. Genre, à un C'est ça. moment donné. Ouais. En fait, le truc, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est que t'as les extrémistes du sport, tu sais, qui veulent garder les trucs d'il y a 10 ans. Eh, les gars, ça évolue, en fait. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais en gros, faut s'inspirer. Même, je dirais, il y a des trucs qui sont intéressants en haltéro, il y a des trucs qui sont intéressants même en crossfit. Enfin, tu vois, il faut s'inspirer de sport. Faut pas rester dans un truc. Alors d'abord, faut 30 tractions pour faire du street lifting. Les gars, on en parle là du burn-out, on en parle des gens qui arrêtent le street lifting parce qu'ils sont dégoûtés. Vous allez dégoûter tout le monde avec votre truc, en fait. Les gens, quand ils veulent faire du street lifting, ils veulent pas, si par exemple ils ont déjà 20 tractions, vous allez pas leur dire, bon, bah pendant 1 an, on va travailler poids du corps et on va te faire gagner 10 tractions. Et le mec, il va dire, au bout de 2 mois, j'arrête le coaching. J'arrête. Bah, en plus, enfin, tu peux t'entraîner sur du lesté. Genre, si tu fais du 8 reps, 10 reps en traction sur du lesté, bah, tu vas forcément augmenter ton nombre de tractions au PDC. Moi, j'ai commencé directement par le street lifting. J'avais combien? J'avais 8 tractions. Que je faisais 8 tractions. J'ai commencé par faire du poids du corps, puis j'ai commencé à mettre du lesté. Enfin, à mettre des poids et... Le mec est chaud. Et les gars, je vous dis un truc, je te coupe, désolé Ariès, mais je finis là-dessus. Et j'arrête après, je leur laisse la parole. Les gars, au squat, quand je vois des mecs faire sans équipement des squats à 100, 120, 140, et les gars, faut arrêter les conneries. Les gars. Non mais progressez au squat et arrêtez de faire n'importe quoi. Mettez votre équipement. Vous avez un niveau qui est éclaté. Voilà. Enfin, arrêtez de vous inventer des trucs, inventer des méthodes. Marco est dur. Non mais en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les mecs, ils veulent tellement pas faire comme en power que, tu vois, ils veulent avoir leur propre méthodologie. Mais les gars, ça ne fonctionne pas. Et on le voit. Vous avez des squats qui sont carrément moins importants en power. Après, pour des charges, c'est plus compliqué parce qu'en power, c'est le premier mouvement et en street, c'est le dernier mouvement. Donc forcément, il y a un impact. Mais la différence, elle est faramineuse. Mais ça doit pas mais ça doit pas forcément être un dernier mouvement. À l'entraînement, tu peux commencer tes séances. Non, mais je te parle en compète, moi. Ouais, je te parle en compète. Ouais, c'est sûr. Donc, ce qu'il faut déduire de tout ça, c'est que, prendre en compte, c'est qu'il faut prendre du plaisir à s'entraîner. Prenez du plaisir, les gars. Prenez du plaisir à vous entraîner. Dédicace à Ouzou. Mais à savoir faire le pour et le contre entre l'ultra spécification et les gens qui vont plus se diriger sur du hybride en restant un petit peu plus sur du street lifting. Mais le but, c'est que vous preniez du plaisir et avoir des objectifs concrets. C'est ça qui est important aussi. Être encadré.
Voilà. Être encadré soit par vous-même, déjà, c'est très bien, tu vois, de s'encadrer soi-même, parce qu'aller à la séance et de se faire, bon, j'ai pas envie de faire du squat aujourd'hui. Non, mais attends. Je reprends le squat, ça fait 8 jours. C'est un peu le squat. Reprise du squat. Non, mais t'imagines, toi, genre demain, tu te lèves, alors, je vais commencer à faire de l'hybride, à faire du marathon, etc. Genre, si t'es pas... Oh putain, mais les gars, vous me lancez sur des sujets, là. Oh là 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 là. Si t'es pas encadré, ok, tu fais tes marathons, etc. Est-ce que, putain de merde, est-ce que les mecs qui ont des squats à 300, est-ce qu'ils vont courir 1 heure par jour, bordel? Enfin non, mais genre à un moment donné, faut arrêter d'être bête, quoi. Je sais pas, tu vois. Les mecs qui font des marathons, ils courent des 10 km. Mais vous allez jamais avoir de squat, les gars, et puis vous allez vous blesser aussi en le thème du podcast. Tu vois, si Marco dit ses vérités. Non, mais en fait, j'en ai marre de voir des mecs faire nimp, et après, ils se plaignent, et après, ils changent de truc. Ah ouais, non. Ouais. J'ai pas les résultats que je veux. Non, mais tu fais de la merde, en fait. C'est ça, c'est que c'est valable aussi pour les athlètes qui veulent aller un petit peu partout, qui prennent un coach, qui dit « Ouais, bah, je comprends pas, je progresse pas trop sur le squat, j'ai des petites douleurs et tout. » Tu fais quoi en dehors de tes entraînements? Tu vas aller courir 3 fois par semaine, t'as quand même 2 séances déjà avec du renfo. En fait, si tu te la mets derrière avec plusieurs entraînements... Après, à faire un petit aparté, parce qu'on n'est pas justement, on est tout... Je pense que c'est une question d'équilibre. Faut jamais être extrémiste. Je pense que, par exemple, faire 2 sorties par semaine de 30 minutes à faible allure, ça va pas, même je pense que ça va plutôt avoir des impacts positifs sur la récupération, le bien-être, etc. Mais faire des sorties de 1 heure, par exemple dans une phase de préparation à une compétition, sur un bloc pré-compétition, pour moi c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Et aussi c'est une question de plaisir, et si ça vous fait kiffer d'aller courir, faire des petits footings et tout, bah allez courir, tu vois. Je vois pas le bah c'est un peu un spectrum. Enfin, si t'es loin des compètes, tu peux te permettre de faire ton cardio régulièrement. Si t'aimes faire ça, faire faire du basket, faire du foot, tu peux. Mais quand tu te rapproches des compètes, et surtout quand t'as un haut niveau. Mais c'est ça. Et en fait, c'est dans quel autre sport vous voyez des mecs faire de l'endu, du set and rep, faire du statique, faire de la course, faire de la natation, faire des trucs comme ça, les gars. Mais quand est-ce que vous voyez des champions dans d'autres sports faire d'autres disciplines que leur propre sport? C'est en full time, enfin. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, enfin, et c'est ça que je comprends pas. C'est en fait, pour moi, cette stratégie de hybride athlète, c'est valable pour un mec qui n'a pas d'objectif de compétition ou des objectifs style, lui, il aimerait bien faire un mock meet ou une petite compte comme ça, indépendante. Être bon partout et être expert nulle part, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que là, pour moi, et c'est un petit peu l'objectif du podcast derrière tout ça aussi, c'est, je pense qu'il y a des gens qui perdent un petit peu les gens à faire tous ces trucs-là, et les gens par mimétisme refont la même chose sans même trop comprendre pourquoi, et en fait perdent un petit peu le truc. En fait, on s'éparpille, tu vois. Et je trouve que là, en ce moment, surtout, c'est l'été, il y a une pause, machin et tout, et je trouve que les gens s'éparpillent. Les gars, les espoirs, c'est demain. Les France, c'est demain. En fait, c'est pas c'est maintenant en fait qu'il faut faire les choses. C'est pas un mois avant la compète qu'il va falloir être plus spécifique, qu'il va falloir être plus dedans ou des choses comme ça. En fait, les gens pensent que quand c'est les vacances, ça y est, on peut se relâcher. Mais le corps, il se relâche pas. Et je peux vous dire que les concurrents qui sont vraiment déter, ils se relâchent pas non plus. En fait, c'est vrai que c'est une discipline, et je pense que c'est partout pareil, et dans tous les domaines de la vie, même extra-sportifs, il faut garder toujours une discipline, la motivation. Bon, on sait que ça fait comme ça, mais il faut toujours garder un rythme. En fait, tu peux
peux pas dire ouais vas-y bon allez je mets un petit peu moins d'intensité. Faites ça dans votre taf. Je sais pas si vous êtes indépendant. Et bah je peux dire votre chiffre d'affaires il va faire comme ça si vous êtes moins dedans. Bah là en sport c'est exactement la même chose. Surtout nous quand notre objectif c'est de faire un top 3, top 1 France, tu cherches à être un expert. Et un expert c'est celui qui répète une chose plusieurs fois. Genre, tu peux pas devenir le meilleur dans ce que tu fais en faisant, en faisant un marathon, en faisant du David Goggins, en faisant je sais pas quoi, tu vois. Genre... Mais c'est ça, et aussi ça, donc réagissez aussi en commentaire. Si vous êtes pas d'accord, c'est très bien. Ok, je suis pas d'accord avec ce que vous dites et tout. Et encore une fois, nous, on essaye d'être pondérés, de pas être dans les extrêmes. Mais bah, expliquez-nous par A plus B en commentaire. Pourquoi on a tort là de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Je vous mets au défi de me donner un argumentaire pourquoi on a tort. Parce que en fait, enfin voilà, il y a aucun truc. Moi, je suis ouvert en fait au débat. Et j'aime parler avec des gens qui n'ont pas le même avis que moi, mais j'aime toujours les confronter au truc. Explique-moi pourquoi. J'aimerais comprendre. Pourquoi j'ai tort ou pourquoi toi t'as raison, tu vois. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est le principe de l'argumentation, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Après, je pense qu'on a vraiment dévié là, du sujet principal. Surtout lui là. Du coup, là, c'était trop intéressant. On parlait de burn-out, de ce qui causait le burn-out, etc. Quelles sont les solutions justement pour que les athlètes fassent pas un burn-out, pour qu'ils puissent continuer à prendre du plaisir, à être, à évoluer dans ce qu'ils font, etc. Oui, il faut pas faire de l'hybridation. Ça dépend. Prenez du plaisir en tout cas sur vos entraînements. Voyez aussi les objectifs que vous avez, si c'est de la compétition, si c'est plutôt un loisir ou j'ai envie de juste avoir des petites performances, mais j'ai envie aussi à côté de pouvoir faire mes petites sorties ou des choses comme ça. Aussi, entourez-vous, ça c'est hyper important. Prenez de l'entourage, allez faire des petites compétitions, des petits mock meets juste pour rencontrer des gens, pas forcément pour participer. Et n'hésitez pas non plus à être bénévole, ça va aider aussi à faire exploser le sport. Et puis si vous pouvez vous faire coacher et voir avec votre coach qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour garder cette motivation et cette discipline constante. Avoir ces objectifs court, moyen terme comme long terme. Et je dirais même en amont de tout ça, quand vous voulez vous spécialiser dans le streetlifting, posez-vous les bonnes questions. Et est-ce que déjà ne vous mettez pas de pression d'entrée de jeu, vous allez voir comment vous allez évoluer. C'est vrai qu'on fait peur comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais genre juste posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est un truc que je fais parce que j'aime le faire ou est-ce que c'est parce que j'ai des objectifs de podium, de classement, de total. Et déjà avant de penser à ça, kiffez ce que vous faites. Ouais, c'est vrai. Après la voix de la sagesse. Enfin, on a beaucoup parlé de burn-out et de street lifting, etc. Mais par contre, on voit beaucoup de turnover dans le SL. On voit beaucoup de gens qui arrêtent et pas assez de gens qui commencent la discipline. Quelle est votre vision du SL dans l'avenir et comment vous voyez un peu les choses? Comment on peut justement faire monter les gens qui commencent la discipline et faire éviter les gens qui arrêtent? Moi, j'aimerais qu'il y ait autant de choses qui soient mises en place pour les gens élites que les gens qui débutent. Parce que c'est hyper bien, parce que nous, quand on est élite, on a vachement de choses. On a les Europes qui ont été mises en place. Final Rep associé avec FNSL. Mais sauf que c'est bien aussi de penser à nous, mais penser aussi aux gens qui débutent. Parce que les gens qui débutent, comment est-ce qu'ils font après pour petit à petit garder cette motivation et pouvoir potentiellement après participer à des choses qui sont encore plus grandes, tu vois, des fédérations nationales, tu vois. En power, il y a ça, il y a des petites compétitions un petit peu partout dans la France. Et ça, du coup, ça va être cool parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place avec la FNSL, comme tu disais, Marco. Et ça se fait petit à petit, ça se fait lentement, mais il faut que ça se fasse sûrement. C'est ça, là, soyez patient aussi, quoi. Enfin, comme on vous l'a dit, être fort, ça va pas se faire en un an, quoi. Enfin, c'est plusieurs années de pratique. Et ça, qu'il faut que vous ayez conscience de ça. Et aussi, dans les réseaux,
partagez votre expérience. Si vous êtes assez fort et que vous êtes, si vous êtes plutôt bon dans ce que vous faites, essayez d'aider votre audience, essayez de faire des vidéos, je sais pas, instructives qui donnent de la valeur, etc. Après, attention. Genre, faites juste attention à bien checker vos infos avant de poster, mais ça peut apporter du bien à la communauté aussi. Des gens qui essayent de partager. Moi, je dirais même plus avant ça, partagez ce que vous faites. Enfin, partagez vos performances. Moi, je sais ce qui se faisait beaucoup et ce qui se fait moins. Parce que, bon, je mettrai un petit parenthèse là-dessus. Vous n'êtes pas coach si vous n'avez pas de diplôme, donc ne vous prenez pas non plus pour des coachs. C'est bien de donner des conseils, mais si c'est juste pour donner des conseils, c'est ok. Si c'est pour vendre des coachings derrière, abstenez-vous. Parce que souvent, ces gens-là, ils donnent pas des super bons conseils. Bref. Ah ouais, non, mais moi, je dis la vérité, moi. C'est pas pour rien qu'on a dit la vérité, moi. Non, partagez votre expérience d'athlète. Faites des carnets d'entraînement. Moi, j'avais un compte avant, quand je faisais de la muscu. C'était un training log. Où je partageais mes perfs et tout, et n'ayez pas peur de partager vos perfs, même si vous êtes débutant et tout, et justement, il y a d'autres gens qui vont pouvoir s'identifier, et vous allez vous tirer la bourre parce que vous avez un petit peu près le même niveau et tout, et en fait, quand vous faisiez ça, en fait, vous calculez, alors vous pouvez vous inspirer des mecs plus forts, mais vous faites moins attention, vous êtes moins focus, et vous êtes focus sur des trucs très concrets, et très objectif et réaliste, en mode voilà, je vais pas prendre 50 kilos sur ma traction en 6 mois, quoi. Voilà. Ça, je suis d'accord, totalement d'accord. Et si on peut rajouter, je pense que c'est tout bon en vrai. Oui. Non, mais en fait, nous, on a fait l'idée du podcast, c'est qu'on voit, en plus là, voilà, c'est l'été. Ça, machin. Il y a un down. Voilà. Et en fait, on voit pas mal de gens arrêter ou se réorienter vers d'autres disciplines. Et bah, j'avoue. On trouve ça triste parce qu'on kiffe cette discipline. Genre, et voir des gens qui arrêtent et comme ça. Même, je me dis, les gars, les filles, vous avez tellement investi dans la discipline. C'est con quand même de tout lâcher. C'est comme si vous avez fait des investissements financiers. Et que vous donnez votre argent. Vas-y, j'avais 10 000 euros sur un compte. Allez, vas-y, c'est pas grave. Je recommence de zéro. Et bah là, pour moi, c'est exactement la même chose. Et aussi, peut-être qu'il y a un truc, trouver des solutions. On est un petit peu, je sais, je fais un petit peu, c'est moi le vieux con là aujourd'hui. Vous savez, voilà, quand ça devient un peu dur, on arrête, aux moindres difficultés, on arrête le truc et tout. Et c'est ça, tu vois. Moi, je trouve que justement, le streetlifting et d'autres sports, bah, c'est beau parce que c'est dur. Des fois, on va devoir se confronter à des phases de stagnation, on va devoir trouver des solutions, on va peut-être même des fois se blesser si on n'a pas de chance. Et là, pareil, il y a beaucoup de gens qui arrêtent trop tôt, en fait. C'est pas parce que tu te blesses une fois ou deux, ou même 3, qu'il faut arrêter et que ce sport n'est pas fait pour toi. Peut-être que ce que tu faisais, c'était pas terrible. Peut-être aussi que t'as pas vu les spécialistes qui pourraient trouver des solutions pour régler ton problème, etc., etc. Donc, arrêtez. C'est con, en fait. Des fois, vous arrêtez 10 fois trop tôt. Moi, je vois des gens, en 1 an, au bout d'1 an, ils arrêtent. Alors qu'ils ont fait une progression énorme. Ouais. Pour eux, c'est pas assez. Nul. C'est nul. Après, je dirais, justement, pour faire développer ce sport aussi, c'est de socialiser à la salle et ne pas trop faire le mec ou la meuf. Enfin, ce qu'on fait, peut-être pour vous, c'est rien, etc. Mais pour un gars lambda, ça reste impressionnant. Enfin, faire déjà des muscle-up strict. 50 en série, déjà. C'est ça, énorme. Faire des 50 en série. Et les gens, ils sont vraiment, genre, quand t'es à la salle, tu te sens, genre, regarder que les gens te respectent, etc. Genre, essaye de socialiser, essaye de parler de notre sport. Parler de notre sport. Même entre vous. Enfin, ça aussi, c'est un phénomène, des fois, qu'on observe. C'est que, bon, les mecs, y en a plein qui sont,
accessible. Ouais. Mais il y en a, les gars, prenez pas la grosse tête non plus, vous êtes personne, quoi. Enfin, le street lifting, dans la rue, personne connaît. Donc, enfin voilà, redescendez sur terre et restez vous-même et restez accessible et faites pas trop les mecs ou les meufs, tu vois. Il y en a, des fois, ils font un petit peu trop les oufs. Mais, et ça aussi, ça donne des fois une mauvaise image. Heureusement, la majorité, ils sont hyper cool. tu vois. Hyper cool. Après, aussi, rassurer ceux qui ne font pas la discipline qu'il y a des perfs qui sont plus accessibles qu'ils le pensent. Parce que, oui, tu vois un gars faire 100 kg au dips alors que toi, tu n'arrives pas à faire une dips au poids du corps. Ouais. Alors que, ça reste accessible. Je pense que... Ouais, maintenant, on sait que ça peut être accessible. Ça peut être accessible. Un gars de 80 kg, s'il s'entraîne assez, avec une bonne programmation et tout, il va atteindre les 100 kg. Sauf si il a vraiment pas d'antécédents et génétique de merde, etc. Mais je parle de la majorité. Au bout de plusieurs années, peut-être des fois ça va mettre 6 mois et des fois ça va mettre 4 ans. Quoi. Bah, c'est ça. Donc ça, pareil, on n'a pas tous les mêmes vitesses de progression. Et ça aussi, les mecs, ils pensent qu'en un an, ils vont péter les scores. On vous l'a dit, des fois, il y a des phases de stagnation, on comprend pas trop pourquoi. Pourtant, on fait tout ce qu'il faut et tout. Et ça fait, justement, ça fait partie du jeu et c'est ce qui est cool, en fait, dans ce sport. Si tout était facile, en fait, ça serait chiant, quoi. Ouais, de fois. Donc, c'est quoi le mot de la fin, là, les gars? Aimez ce que vous faites, aimez le street lifting. C'est quoi le street lifting? C'est charismatique? C'est charismatique. J'arrête le street lifting. Voilà pourquoi nous arrêtons le street lifting. Ça sera le titre du podcast. Nous arrêtons le street lifting. Voilà. Pour faire du... c'est quoi déjà? Du hybride athlète de quoi? Ouais, moi je fais hybride, mais tout. Moi, je fais power, body, Ironman, street. Je prépare un ultra-marathon, un trail. Et natation aussi, triathlète, moi j'aime bien. Voilà. Vous savez qu'il y a du quintathlon au JO maintenant? Ah ouais? Ouais. De l'escrime, de la natation. Putain. Et l'escrime, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? L'escrime, de l'équitation. Enfin, tu fais de l'équitation, après tu descends de ton cheval là, et tu fais de l'escrime. Et je me dis que ce sport est olympique, le street lifting n'est pas olympique. Ouais. C'est chelou. Hein. Donc On va mettre une cagnotte pour que le street lifting aussi soit au JO. Donc si vous avez aimé le podcast, si vous avez aussi des idées, des sujets que vous voudrez qu'on aborde dans les prochains épisodes, des sujets ou des personnes avec qui on pourrait exactement intervenir. des idées d'intervenants, vous notez dans les commentaires. Pour nous rejoindre sur les réseaux, c'est Lift Trainer sur Instagram. Sur YouTube et donc c'est Ariles Fitness sur Insta et c'est Soyez végétal. et donc la team Lift Trainer aussi bien sûr. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Je sais pas, il a duré combien de temps? Combien là? 1 heure, je pense, hein, non? 1h03. Parfait. Ça t'arrête? Ouais.